Dossier numéro 3. Jean, 35 ans, est agriculteur en Alsace. Il présente depuis une dizaine de jours des douleurs de plus en plus intenses, à type de rachialgie, s'étendant parfois au niveau des membres. Ces douleurs sont particulièrement intenses la nuit. Elles s'accompagnent de fourmillements des 4 membres permanents. Jean a aussi noté des difficultés masticatoires depuis 3 jours. À l'examen clinique, vous retrouvez un état subfébrile à 38, une raideur de nuque modérée, l'absence de déficit moteur au niveau des membres, mais une abolition des réflexes ostéotendineux, ainsi qu'un aspect atone et inexpressif du visage. La fermeture des yeux est incomplète, avec bascule des globes oculaires visibles vers le haut. Il existe une dysarthrie importante. Une ponction lombaire réalisée en urgence retrouve une cellularité à 76 éléments par millimètre cube, comprenant 96% de lymphocytes, une protéinorachie à 0,8 g par litre et pas de germes visibles à l'examen direct. 1. Caractériser l'atteinte faciale. 2. L'électrocardiogramme suivant est réalisé aux urgences. Interprétez-le. 3. Quels éléments vont à l'encontre d'un syndrome de Guillain-Barré? 4. Quelques semaines auparavant, Jean avait présenté une lésion cutanée qui l'avait interpellé. Voici une photo prise par le patient. Décrivez la lésion. 5. Quel est votre diagnostic complet? 6. Quels examens réalisez-vous pour confirmer le diagnostic? 7. Quelle est votre prise en charge thérapeutique? Et 8. Quelles complications sont à craindre malgré un traitement adapté? Question numéro 1. Caractériser l'atteinte faciale. On avait donc cet aspect atone du visage avec une fermeture incomplète des 2 yeux et bascule des globes oculaires vers le haut. Il s'agissait ici de ce qu'on appelle une diplégie faciale avec un signe de Charles-Bell bilatéral qui caractérisait l'atteinte du facial supérieur bilatéral et la dysarthrie en rapport avec l'atteinte du facial inférieur, donc ce qu'on appelle une dysarthrie paralytique. L'électrocardiogramme réalisé aux urgences est le suivant. Interprétez-le. On va noter sur cet électrocardiogramme tout d'abord que le rythme est sinusal. Deuxièmement, qu'on a un allongement de l'espace PR à plus de 0,2 secondes. Ensuite, on notera qu'il y a absence de trouble de la repolarisation. Au total, il s'agira d'un bloc auriculo-ventriculaire du 1er degré. Je vous rappelle ici l'allongement systématiquement de même taille de l'espace PR. Question numéro 3. Là, c'est la question intéressante. C'est devant un tel patient que vous voyez aux urgences, pourquoi vous allez dire que ce patient n'a pas un syndrome de Guillain-Barré et qu'il va falloir chercher autre chose? Plusieurs éléments. Des éléments cliniques tout d'abord. Déjà l'état subfébrile, ce qui est très rare dans le cas d'un syndrome de Guillain-Barré classique. Deuxièmement, l'importance des douleurs. Je vous rappelle que dans le syndrome de Guillain-Barré, il s'agit d'une polyradiculoneuropathie. On peut voir des douleurs radiculaires, mais elles sont en général au 2e plan et pas aussi intenses. Ici, on a vraiment ces douleurs importantes avec la raideur de nuque associée qui oriente vers une atteinte différente sur le plan topographique de la polyradiculoneuropathie de Guillain-Barré. Enfin, on n'a pas ce caractère ascendant, on n'a pas cette atteinte plutôt distale, remontant de façon ascendante du système nerveux périphérique. Ici, on a vraiment un syndrome douloureux au 1er plan. Enfin, on a l'existence de cette diplégie faciale qui est précoce, qui contraste avec l'absence de déficit moteur au niveau des membres. La diplégie faciale peut se voir dans l'atteinte de Guillain-Barré, mais souvent après une atteinte motrice ascendante, qui va d'abord toucher les membres inférieurs, puis les membres supérieurs, et enfin la face. Ici, ce contraste n'est pas du tout évocateur. Enfin, sur le plan biologique, et là c'est l'argument majeur, c'est qu'il existe une méningite lymphocytaire, alors que je vous rappelle que normalement, dans le syndrome de Guillain-Barré, la cellularité est inférieure à 10 éléments par millimètre cube. Question suivante qui va vous orienter vers le diagnostic, c'est cette lésion cutanée qui était survenue quelques semaines auparavant, dont le patient avait pris une photo. Cette lésion, on peut la décrire comme étant une macule érythémateuse annulaire, avec un éclaircissement central et un renforcement périphérique de plusieurs centimètres de diamètre. C'est une lésion typique d'érythème chronique migrant. Je vous remonte la lésion avec son
son renforcement tout autour annulaire, et l'éclaircissement central. Donc là, vous voyez bien le renforcement annulaire, et là, la zone d'éclaircissement central. Le diagnostic complet, donc l'association de la lésion cutanée, cardiaque et neurologique, vous fait évoquer une borréliose de Lyme en phase secondaire. Phase secondaire, pourquoi? Parce que on a passé déjà l'étape de la lésion cutanée et qu'on a ici des manifestations classiques de maladie de Lyme en phase secondaire, que sont les manifestations neurologiques, avec cette méningo-radiculite, la méningo-radiculite, donc l'atteinte méningée avec la méningite lymphocytaire, et radiculite, parce qu'on a en plus une inflammation des racines à l'origine de ces douleurs intenses, et qui s'associe à une atteinte des paires crâniennes, notamment la diplégie faciale. Manifestation cardiaque aussi classique, ici peu importante, mais quand même à prendre en compte, qui était le bloc auriculo-ventriculaire du premier degré. Les examens à réaliser pour confirmer le diagnostic, ça va être un sérodiagnostic de Lyme par technique ELISA, à confirmer secondairement par Western blot. Ce sérodiagnostic, ce qui est important, c'est qu'il doit être fait dans le sang et dans le LCR, parce que ça va nous permettre de rechercher une synthèse intrathécale spécifique d'IgG contre le vecteur de la maladie de Lyme. La prise en charge thérapeutique, elle est bien précisée dans la conférence de consensus de 2006 sur la maladie de Lyme, qui, vous le verrez en la téléchargeant facilement sur Internet, vous précise bien quelle démarche on peut avoir devant une maladie de Lyme au stade primaire, au stade secondaire ou au stade tertiaire. Dans le contexte de la méningo-radiculite de Lyme, on va hospitaliser en urgence les malades. L'hospitalisation peut se faire en service de neurologie classique parce que l'atteinte cardiaque a l'air peu importante, mais il faudra quand même surveiller l'électrocardiogramme régulièrement. Il va falloir mettre les patients en condition avec voie veineuse périphérique. N'oubliez pas, surtout pas, les mesures de protection oculaire bilatérale. Je vous rappelle, il y a un signe de Charles-Bell bilatéral. Donc là, c'est un 0 à la question si vous ne parliez pas de cette protection oculaire. Ensuite, le traitement antibiotique devra être débuté de façon rapide. C'est un traitement qui doit être instauré par voie intraveineuse, par ceftriaxone en l'absence d'allergie, à la dose de 2 grammes par jour pendant 21 à 28 jours. N'oubliez pas, on l'a dit tout à l'heure, en neurologie, on aime traiter la douleur parce que quand même, ça améliore sérieusement nos malades. Donc là, le traitement antalgique, donc il peut s'agir d'antalgique standard, mais aussi un traitement spécifique, surtout par antiépileptique, ce qui aura une meilleure efficacité dans ces douleurs lancinantes neurogènes. Enfin, surveiller le patient sur le plan neurologique, la récupération, l'atteinte faciale, sur le plan des douleurs, et aussi sur le plan cardiaque, avec, au cours de la surveillance, un électrocardiogramme pluriquotidien. Enfin, quelles sont les complications tardives à craindre malgré un traitement adapté? C'est ce qu'on appelle ici le syndrome post-Lyme, qui est décrit par certains malades comme associant une asthénie, des algies diffuses et parfois des plaintes cognitives. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui est à l'origine de ce syndrome, mais c'est quand même une séquelle fréquente dont il faut savoir parler aux patients lors de la prise en charge hospitalière. Tout ça pour vous rappeler vraiment cette conférence de consensus sur la maladie de Lyme de 2006. La maladie de Lyme, c'est une maladie infectieuse qui peut entraîner des complications, comme on l'a vu, neurologiques, cardiaques, mais aussi articulaires, dermatologiques, bien évidemment. Donc ça se prête très, très, très fortement à un dossier de NC transversal. Donc, conférence de consensus qui est très bien faite et qui décrit de manière efficace la prise en charge thérapeutique à chaque étape.